Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Ouais. Je suis très heureux de présenter cette session, la session psychédélique hallucinogène, les thérapies de demain, parce qu'on sait que cette approche, c'est une approche thérapeutique du futur, comme l'utilisation des techniques digitales, comme l'utilisation de l'e-learning, la réalité virtuelle. Les psychédéliques, ça va être une avancée dans l'approche thérapeutique de nos patients. Et on sait que ces psychédéliques, probablement, auront un effet reset cérébral chez les patients qui souffrent d'addiction. Je suis un peu essoufflé. Donc, j'ai l'immense honneur de présider avec le docteur Edel de la Pitié-Salpêtrière cette session avec nos orateurs internationaux, Matthew Johnson de Baltimore et Michael Kolowski de Berlin. Hi, je ne sais pas s'il nous voit. OK. Ouais. Donc, c'est Matthew Johnson qui va commencer son intervention aujourd'hui, une intervention autour des psychédéliques. Je vous remercie d'être présent à cette session. Matthew. OK. Thank you. Merci. Eh bien, merci de cette invitation, de faire cette présentation sur l'utilisation des psychédéliques dans le traitement de l'addiction. Prochaine diapo. Ici, vous avez les organisations à qui je donne des conseils. Ce sont donc des conflits d'intérêts potentiels. Ce sont des organisations qui explorent l'utilisation de psychédéliques et de composés liés dans les traitements des addictions en vue d'une homologation médicale. La plupart des travaux de recherche dont je vais parler concernent le psilocybine. Ça, c'est la composante active. Il y a dans plus de 200 espèces de champignons. C'est surtout dans plusieurs types de champignons que l'on trouve le psilocybine. On dit du psilocybine que c'est un psychédélique classique. Ça, c'est plus spécifique que psychédélique. Les psychédéliques classiques comprennent également le LSD, le mescaline, le peyote, inclus dans les cactus, dans le peyote, et le DMT, qui est le ayahuasca sud-américain employé par beaucoup de cultures indigènes. Tous ces composés ont comme mécanisme primaire d'action des agonistes ou agonistes partiels du récepteur du sérotonine de 1. Donc, ils sont fondamentalement différents aux autres médicaments que l'on appelle également des psychédéliques et d'autres classes pharmacologiques, dont le MDMA, le kétamine, PCP, ibogaine. Toutes ces substances fonctionnent grâce à d'autres mécanismes pharmacologiques. Donc, le psilocybine, en termes d'effets et toxicologie, est similaire aux autres psychédéliques classiques, mais présente certaines différences comparées à ces autres composés. Ici, vous avez les psychédéliques classiques. Le psilocybine est utilisé depuis des millénaires. C'était employé lors des sacrifices dans des cultures indigènes. À gauche et au milieu, vous avez des artefacts qui viennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et qui datent d'il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et on s'en servait probablement dans les sacrifices. Ces champignons étaient utilisés dans des rituels par les Aztèques. À droite, vous avez donc une peinture rupestre d'Afrique du Nord qui date d'environ, qui a probablement 9000 ans,
et qui suggère une utilisation ritualistique des champignons qui poussaient dans cette partie du monde à l'époque, compte tenu de l'écosystème à cette époque-là, même si ça ne pourrait pousser maintenant. Donc, c'était il y a 9000 ans, quelques milliers d'années avant les premières civilisations humaines connues en Mésopotamie. Il s'agit donc d'une utilisation très ancienne de ces composés. Donc, on va sauter quelques millénaires et passer aux années 40-70. Ces psychédéliques classiques ont été beaucoup étudiés en tant qu'outil de recherche afin d'étudier la maladie mentale et en tant que traitement potentiel. Les résultats thérapeutiques les plus prometteurs utilisaient le LSD pour traiter une détresse existentielle liée au cancer. C'était des patients avec des cancers en fin de vie qui avaient une souffrance psychologique et pour traiter aussi l'alcoolisme. Et puis, il y a l'époque un peu médiévale, en quelque sorte. Malgré quelques résultats préliminaires prometteurs, pendant des décennies, il n'y a pas eu de recherche chez l'être humain. Et ça a duré des années. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des décès, des effets néfastes à cause de l'utilisation insensée, non médicale de ces composés, surtout lorsque ces composés se sont popularisés dans les années 60 et 70. Et à cause aussi du sensationnalisme qui entourait ces composés. On n'arrivait plus à distinguer entre l'utilisation raisonnée clinique de ces composés et une utilisation insensée de ces composés parmi le public. Il était apparent à l'époque qu'il y avait des risques extrêmement clairs, mais qu'on pouvait les diminuer dans un environnement clinique. En termes de recherche, c'est l'être humain. Maintenant, nous arrivons au siècle des Lumières, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle motivation. On veut comprendre ces composés du point de vue scientifique et naturaliste. C'est comme une sorte de renaissance dans la recherche sur les psychédéliques. Pour vous en donner la preuve, vous avez ici le nombre de publications médicales par an dans le domaine psychédélique ou hallucinogène. À partir des années 80 et jusqu'au début des années 2000, vous voyez une sorte de ligne assez constante. Il y avait environ 10 publications par an. Puis, il y a eu une augmentation assez étonnante, assez importante à partir des années 2000. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé mon travail de recherche sur ces composés. J'ai démarré en 2004. Je veux être très clair. Il y a des risques connus associés à ces composés. Je n'ai pas le temps de les décrire tous. Les deux risques principaux qu'il faut connaître sont les suivants. Il semblerait que ces composés puissent provoquer une réaction psychiatrique prolongée chez les personnes qui ont des psychoses actives comme la schizophrénie ou une prédisposition à ces troubles comme la schizophrénie. Heureusement, nous pouvons assez facilement identifier de tels individus grâce à un dépistage structuré psychiatrique comme le SCID. Et puis un autre risque majeur
liées à ces composés. C'est ce qu'on appelle vraiment le mauvais trip. On parle de réactions qui posent défi. Nous, on fait en sorte que la personne reste en sécurité, mais ça peut être problématique. Ce sont de grosses réactions d'anxiété qui peuvent provoquer une sorte de panique, en fait. Et la raison pour laquelle ces expériences sont vraiment mauvaises dans un environnement non contrôlé, c'est le risque de comportement dangereux. Parfois, les gens peuvent justement se blesser à cause d'une réaction panique à justement une mauvaise expérience conduite en dehors d'une recherche menée comme il faut. Mais nous avons de très bonnes stratégies de diminution de risque pour faire en sorte que les gens soient en sécurité. Les composés sont toujours employés dans la clinique. On n'envoie jamais un participant à la maison avec la substance. L'individu est préparé pour cette expérience et il y a un suivi tout au long de l'expérience. Et il y a des soins post-expérience aussi. Il y a un domaine important où il y a un risque potentiel. Ça ne semble pas être présent dans le cas des psychédéliques classiques, c'est le risque d'addiction. Je veux être clair. Ces substances, on peut en faire un abus, un usage abusif, ça peut être nocif pour l'utilisateur ou pour d'autres personnes. Mais ces psychédéliques ne semblent pas provoquer une addiction. Nous le savons à bien des niveaux. Nous avons des modèles d'auto-administration de substances, telles substances. Nous le savons avec l'épidémiologie. Il faut enlever le PCP, MDMA, qui sont parfois inclus à tort sur la liste des psychédéliques classiques. On sait qu'il n'y a pas d'addiction car ils n'ont pas la signature classique de la réponse dopamine dans le système de récompense qui est présent dans le cas d'autres substances qui peuvent créer une addiction, justement. Il faut être ouvert aux preuves. Je ne dis pas que c'est impossible de développer une addiction, mais les preuves aujourd'hui indiquent que ce n'est pas un risque majeur avec ces composés. Ils ne semblent pas provoquer d'addiction. Donc, apparemment, il n'y a pas d'addiction, mais pourquoi est-ce qu'on pense que ça pourrait traiter l'addiction? Parfois, on utilise ces substances à mauvais escient, donc pourquoi utiliser donc une substance où il y a un mauvais usage comme façon de traiter les addictions? Mais beaucoup de substances dans la psychiatrie peuvent se prêter aux abus. Il y a ce potentiel. Et au-delà de la psychiatrie, même dans la médecine en général. Les amphétamines, les stimulants pour le TDAH, les opioïdes pour la douleur, même si on s'en sert beaucoup trop pour la douleur chronique. Ces opioïdes sont indispensables dans la médecine et le traitement de la douleur traumatique aiguë. La cocaïne pour la chirurgie de la gorge, par exemple, et malgré les controverses qui entourent le cannabis, il n'y a pas de controverse concernant les formulations approuvées par le FDA par rapport au THC, comme le Marinol. Nous savons donc, et puis il y a des traitements, des benzodiazépines pour le sommeil, pour l'angoisse, l'anxiété. Et ces substances peuvent être mal utilisées. Donc, il n'est pas impossible que ces psychédéliques puissent être mal utilisés. Mais nous avons pas mal de preuves. Nous savons, par exemple,
toute une littérature scientifique qui a montré une association entre l'utilisation religieuse de ces substances par les cultures indigènes, certaines religions syncrétiques, et il y a donc une récupération par rapport à toute addiction, comme le peyote et l'Église américaine native, l'utilisation de l'ayahuasca par les sociétés sud-américaines indigènes lors de cérémonies, le Santo Daime, par exemple, etc. Bien sûr, c'est observationnel. Ce sont des corrélations. Il n'y a pas de relation cause-effet. Nous n'avons pas de preuve de cause-effet. Et il faut aussi garder en tête le fait que la religion peut être impliquée avec la récupération de toute addiction. Donc, ce ne sont pas des preuves, mais il y a donc des indices comme quoi ce seraient des preuves. En ce qui concerne les preuves cause-effet, nous avons d'anciennes études qui concernent le traitement de l'alcoolisme au moyen du LSD. Un grand nombre d'études n'étaient pas randomisées. Il y a eu un mélange entre les gens où il y avait une amélioration importante et les publications d'origine. Mais il y a environ 8 ans, une méta-analyse a été publiée qui étudiait seuls les essais randomisés, qui avaient randomisé un groupe LSD et un groupe témoin. LSD est utilisé pour traiter l'alcoolisme. Il n'y avait que 6 études de ce type. Je vous montre les résultats de cette méta-analyse en termes de l'effet des traitements lors de la première visite de suivi, c'est-à-dire est-ce qu'une personne va être améliorée lors de la première visite de suivi. Ça, c'est un odds ratio. 1 suggère qu'il n'y a pas de différence entre les groupes de traitement, et à droite de 1 suggère que le LSD, c'était mieux que la situation témoin. À gauche, par contre, c'était les témoins qui avaient de meilleurs résultats. Donc, quelles que soient les études, les 6 études d'origine montraient une tendance vers une amélioration plus importante dans le groupe LSD. Et ça, c'était un effet significatif au niveau groupe, comme vous le voyez dans ce grand diamant vers le bas. Plus impression que la signification statistique, c'est la probabilité d'améliorer le patient lors de la première visite de suivi. Cette probabilité était doublée dans le groupe LSD. Et donc, c'est pas mal compte tenu de ce dont nous disposons même aujourd'hui. Il y a eu une étude qui a étudié le LSD dans le traitement des addictions à l'héroïne. Il y avait des limites et des défauts dans cette étude. Donc, c'était le traitement du LSD dans l'addition aux opioïdes plutôt, et il semblait que les résultats étaient meilleurs dans le groupe LSD. Donc, il y avait ces preuves qui semblaient montrer qu'on pouvait s'en servir pour traiter différentes addictions et différentes substances. Je me suis dit, est-ce que le psilocybin pourrait aider à traiter les addictions au tabac? Là, c'est une petite étude pilote ouverte pour voir s'il y avait quelque chose de prometteur. C'est une petite étude car on n'avait pas beaucoup d'argent. Ce qui est important chez ces 15 personnes, c'est qu'elles fumaient depuis environ 30 années. Elles fumaient à peu près un paquet par jour. Donc, c'était de gros fumeurs.
Le protocole comportait 15 semaines. On a utilisé un traitement de comportement cognitif. On ne le faisait pas pendant les sessions de psilocybine, mais pendant les séances de préparation et après. Il y avait 3 sessions psilocybine sur 8 semaines. La première session, c'était organisé à la date cible de cessation du tabac. La prévalence de l'abstinence était élevée à 12 mois. On a analysé le monoxyde de carbone dans la laine et d'autres paramètres. Et à 6 mois, 80% des participants étaient abstinents, vérifiés sur le plan biologique. Et à 2 ans et demi, c'était encore vrai. Il y avait 60% d'abstinents. C'est un taux très élevé. Donc ça, il faut le prendre avec un grain de sel. Ce sont des résultats qui suggèrent de bons résultats, mais ce ne sont pas des preuves. Car en fait, il y a différentes études qui emploient différentes méthodes. Pourquoi est-ce que ça nous a motivés et encouragés? Les taux d'abstinence absolue étaient beaucoup plus élevés qu'avec d'autres traitements. Varenicline, par exemple, qui a le meilleur taux de succès, et puis les thérapies cognitives comportementales, les thérapies de substitution de la nicotine. Et puis, il y avait des effets subjectifs mesurés le jour de l'expérience avec le psilocybine. C'était statistiquement significatif. Il y avait ces expériences mystiques qui permettaient d'obtenir une réduction dans les cravings. Et donc, ce type d'expérience un peu mystique allait de pair avec une plus grande réussite. Et ça, c'est un concept qui date de l'époque de William James. On l'a examiné dans la psychologie des religions. Il ne s'agit pas de mesurer des expériences religieuses surnaturelles, mais une certaine qualité, c'est-à-dire le sentiment d'unité, d'être en paix avec l'univers, de transcender l'espace, d'avoir une expérience de l'ineffable en quelque sorte. Ces résultats prometteurs nous ont incités à faire l'essai actuel en cours. On a presque fini. Je vais vous montrer les résultats, mais ils pourront changer car l'essai continue. Il s'agit de 80 fumeurs qui résistaient au traitement randomisés en patch de nicotine ou psilocybine, mais même thérapie comportementale cognitive. 40 personnes sont arrivées à 1 an de suivi et 22 personnes dans chaque groupe. Le taux de succès est de 59% de réussite confirmée d'abstinence dans le groupe psilocybin versus 27% dans le groupe patch. 27%, c'est très élevé pour le patch. Nous sommes très heureux de voir que même le groupe témoin, en quelque sorte, se porte bien. Mais le psilocybin semble être extrêmement prometteur. Rapidement, voilà, on a trouvé des résultats similaires dans cette étude. C'est Michael Bogenschott qui travaille à l'Université de New York. Il a publié une étude pilote chez 10 personnes avec des problèmes de dépendance à l'alcool. Et avec le psilocybin, il y a eu une belle réduction donc de la consommation d'alcool. Maintenant, il va poursuivre une étude, un essai plus sophistiqué. J'ai également publié un certain nombre d'études qui documentent ces expériences. Les gens rapportent
l'utilisation de ces substances pour faire la fête, où ils voulaient explorer, ça les intéressait de les essayer, et ils ont trouvé que suite à cela, ils avaient arrêté d'utiliser telle ou telle substance ou avaient réduit la quantité. C'est vrai du tabac, de l'alcool, de la cocaïne, les méthamphétamines, les opioïdes et le cannabis. Bon, ça ne prouve rien du tout. Il n'y a pas de cause-effet. Mais il y a certaines données qui semblent nous guider dans un sens scientifique très bien défini. Pour terminer assez rapidement, en général, nous cherchons à comprendre pourquoi et comment ça marche sur le plan psychologique et biologique. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que nos essais randomisés dans plusieurs laboratoires montrent moins de dépression et d'anxiété chez les patients atteints de cancer et également chez les patients non cancéreux. Chez les patients qui ont de grosses dépressions, la dépression est grandement diminuée. Pourquoi est-ce que le traitement a un impact non seulement sur une forme d'addiction, mais plusieurs formes d'addiction, en plus de la dépression et de l'anxiété? Il faudrait soupçonner du poudre de perlimpinpin peut-être, mais faut-il faire confiance? Ça semble être trop beau pour être vrai. Il faut poursuivre les recherches. Peut-être que ce sera prouvé, peut-être pas. Il faut faire preuve de prudence. Mais si les résultats sont confirmés, ils nous montrent le mécanisme commun à tous ces troubles. Tous ces troubles, qu'il s'agisse de dépression, d'addiction à différentes substances, vont de pair avec un répertoire mental et comportemental étroit. C'est comme avec la dépression. Peut-être qu'il y a des réseaux dans le cerveau qui sont trop rigides. Ces substances ont des effets puissants en termes de dynamique des réseaux dans le cerveau. Est-ce que les effets vont durer longtemps? Et il faut aussi établir les doses. Et au-delà du potentiel thérapeutique, je pense que ces résultats sont fort intéressants car ils vont nous permettre de comprendre le rôle endogène de récepteurs de sérotonine 2. Nous en savons peu de choses. Il y a une expression élevée chez l'être humain. Une possibilité, c'est que ces récepteurs servent à moduler le sens ou la plasticité mentale ou comportementale. Voilà, dernière diapositive. Je souhaite remercier tous ces collègues qui ont joué un rôle important dans le travail que je viens de vous présenter. Et puis, je remercie toute cette série d'organisations philanthropiques. Et voilà, si vous souhaitez me contacter, vous avez les coordonnées à l'écran. Merci Matthew Johnson pour ce brillant topo. Je propose qu'on enchaîne sur le deuxième topo de Michael Kolowski et on fera une petite session questions après. Je suis sûr que vous avez plein de questions sur cette thématique qui est passionnante. Michael Kolowski, c'est à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci Matt de nous avoir fait cette excellente présentation. En fait, j'ai constaté que j'avais prévu de partager la moitié de l'information qu'a donnée Matt, donc cela me donnera plus de temps pour parler de notre propre projet. Il s'agit d'un congrès d'addictologie et donc je ne vais pas parler d'addiction, mais c'est lié au sujet général parce que parler de drogue ou de substances qui sont tombées dans la catégorie 1. J'ai parlé du traitement psychédélique pour la dépression et je vais parler d'un changement de paradigme dans le traitement antidépresseur, point d'interrogation. Comme l'a dit Matt, c'est un travail en cours. Diapo suivante.
Pourquoi y a-t-il un nouvel intérêt pour les produits psychédéliques? Malheureusement, la dépression a un impact très fort sur les individus et la société. On a plus de 300 millions de personnes déprimées à travers le monde, également réparties. On le voit également à droite. Et cela conduit à un absentéisme au travail. Vous avez ici les chiffres pour l'Allemagne. Pas seulement la dépression, mais toutes les maladies psychiatriques au cours des 20 dernières années. Cela conduit à un gros problème socio-économique. Diapo suivante. Comment guérit-on la dépression? On pourrait dire avec des antidépresseurs, comme l'indique le nom. Et vous voyez sur la courbe suivante la consommation des antidépresseurs en Allemagne au cours des 20 dernières années. Et elle s'accroît. Et alors que les benzodiazépines ou les antipsychotiques restent à une consommation à peu près stable. Si vous regardez les chiffres en comparaison avec d'autres pays, l'Allemagne et la France, on est dans la zone moyenne. Mais cette consommation est quand même très importante. 50 000 doses pour 100 000 habitants. Et il y a un gros débat pour savoir si les antidépresseurs sont efficaces. Et on voit ensuite... En haut, vous avez une des plus grandes méta-analyses comportant plus de 100 000 patients qui prenaient des antidépresseurs. Et le résultat est que les antidépresseurs sont efficaces, peu importe celui qu'on prend. Dans l'ensemble, ils sont efficaces. Et c'est une bonne chose, on fait du bon travail en les prescrivant. Mais par la suite, il y a eu une réévaluation critique de cette étude. Et cela a été corrigé en fonction de risques de biais, d'autres paramètres, etc. On a tenu compte des placebos et il y a eu des corrections méthodologiques et on a finalement constaté que l'effet, qui n'est même pas certain, par rapport au placebo est en fait absent, ou s'il est là, il n'est pas cliniquement détectable pour le médecin, parce que l'amélioration est inférieure à 2 points. Donc voilà donc le problème. Et en fait, c'est la raison également pour laquelle, par rapport aux antidépresseurs, on s'intéresse de plus en plus aux psychédéliques. Ici, vous voyez une courbe avec une version différente que vous avez vue dans la présentation de Matt. Il y a eu un pic dans l'intérêt pour les psychédéliques, le LSD et la psilocybine dans les années 60-70. Ça a été arrêté par l'interdiction, la prohibition, et maintenant c'est en train de revenir. C'est ce qu'on appelle la renaissance des psychédéliques dans les médias et la recherche. Je vais passer ça en revue très rapidement parce que nous avons déjà appris tout cela. J'ai choisi les mêmes 4 substances que Matt, la psilocybine, l'ayahuasca, la mescaline et le LSD, qui sont bien connues, qui ont un agonisme important sur le récepteur 5-HT2A. Ça se répartit dans le cerveau, essentiellement dans le cortex, et des tests ont récemment montré que l'activation de ce récepteur est fortement corrélée avec les niveaux sanguins de la psilocybine et de l'expérience ressentie.
Ceci, on l'a déjà vu aujourd'hui. Il y a une utilisation dans le passé, une utilisation rituelle de ces produits dans des cérémonies chamaniques et pour le traitement de pathologies physiques ou mentales. Vous voyez ici un chaman à droite. Et vous voyez un banquier américain qui s'intéressait beaucoup aux champignons magiques et il a fait un voyage pour tester ces produits. Il est revenu avec des champignons qu'il a distribués au public. Et le professeur Leary s'est intéressé au sujet également. Et il y a eu un usage récréatif largement répandu et par la suite l'interdiction. On peut revenir en arrière. Donc, ceci permet de visualiser ce que font les psychédéliques sur la perception. Comme vous le voyez à gauche, je ne vois plus ma diapo. Est-ce qu'on peut revenir d'une diapo en arrière, s'il vous plaît? Merci. Donc, à gauche, vous voyez par exemple le LSD, le bleu foncé. C'est en fait le sujet d'une expérience. On voit une synesthésie, une image complexe qui est modifiée. Il y a une modification de la perception. Il y a ces domaines qui sont modifiés au cours de l'expérience. Il y a l'expérience d'unité. On peut comparer ça aux kétamines en orange sur l'araignée, sur la toile d'araignée, où il y a une modification du contrôle et de la cognition. Next, please. Okay. Donc, Next slide. diapo suivante. Si l'on parle de la neurobiologie derrière les psychédéliques, voici un modèle qui a été réalisé par le groupe de Carter-Harris et Friston. Rebus signifie relaxé et croyance sous psychédélique et le cerveau anarchique. En haut, vous voyez qu'il y a une domination de l'activité corticale. Diapo suivante. De certaines parties du cerveau, de ce réseau qui est actif lorsqu'on ne fait rien, lorsqu'on ferme les yeux et qu'on n'est pas en train d'effectuer une tâche. L'esprit commence à vagabonder, on pense à soi-même, à son passé, à son avenir et à son passé, présent et futur. Et donc, c'est le réseau en mode défaut, Default Mode Network, le DMN. C'est l'idée que l'on a de soi-même, du monde extérieur. Que font les psychédéliques? Vous voyez schématiquement le cerveau sous psychédélique avec ce contrôle cognitif et ce système de croyance est diminué. Cela conduit à plus d'activité des régions limbiques plus profondes du cerveau et que ça correspond à une forte activité d'émotion, de mémoire, de contenu qui a été rejeté ou évité ou réprimé, comme pourraient le dire les psychanalystes. Et le maximum peut être la dissolution de l'ego ou le sentiment qu'on n'a plus d'ego ou de limite entre soi-même et le reste du monde. Ces frontières s'estompent. Ce qu'on a également, c'est une augmentation de la connectivité globale.
Et c'est une passerelle pour comprendre les connexions entre les niveaux psychologiques et neurobiologiques. Je trouve ça très utile. Si l'on parle du traitement psychédélique et comment il fonctionne dans ces études, on revient en arrière d'une diapo, s'il vous plaît. Je voudrais vous montrer le groupe de recherche qui a réalisé ces études au cours de ces dernières années. Matt Johnson, Griffith, Ross, Karat Harris, Weiler, bien sûr Grob. Il y en a d'autres que je n'ai pas la place de montrer, mais qui tous utilisent ce qu'on utilise ici. Sur cette photo, une photo de John Hopkins. Le participant ou patient est allongé sur un divan avec un masque sur les yeux et il écoute une musique évocative après une forte dose de psilocybine. C'est un stade qui dure 2, 3, 4 ou 5 heures. Il est accompagné de 2 thérapeutes, un homme et une femme, qui apportent leur soutien. La priorité est la sécurité. Et il n'y a pas beaucoup d'interventions, à l'exception de ce que Matt nous a montré pour les addictions. La création de la playlist de musique de 5 heures elle-même a fait l'objet d'études pour voir comment apporter la paix par la musique et afin d'améliorer l'expérience mais ne pas distraire. Et pour que l'expérience émotionnelle puisse se dérouler. Je vous montre certains des essais qui ont été faits pour traiter la dépression avec les psychédéliques. Alors, je me suis trompé d'image. Ceci montre l'anxiété. C'est tiré d'une étude qui traite l'anxiété dans le cadre d'une maladie qui menace le pronostic vital, mais la diapo pour la dépression montrerait en gros le même schéma. Donc après prise de psilocybine, on voit une diminution durable de l'anxiété, de la dépression. Et on a fait un suivi pour les symptômes de dépression à 12 mois et on constate que la plupart des patients sont dans un état qui est significativement moins déprimé. Donc, c'est en gros ici la même conception pour l'étude avec une taille d'échantillon plus élevée, 29 patients avec une anxiété, une dépression liée à un cancer. Il y a eu une amélioration immédiate et substantielle et durable sur les critères d'anxiété et de dépression, comme on le voit sur ces courbes. Là, il s'agit de l'étude la plus importante sur l'anxiété et la dépression chez les patients cancéreux ou atteints d'une maladie menaçant leur pronostic vital. Ça a été réalisé à l'université de Johns Hopkins. Il y a eu un essai avec une faible dose ou une forte dose de psilocybine et par rapport à un placebo. On voit que la faible dose a un effet, mais que la forte dose a un résultat bien plus important sur la réduction de la dépression et de l'anxiété, et les résultats durent au-delà de 6 mois. Voici une étude clinique qui a été faite avec l'ayahuasca après des épisodes de dépression majeure. Il y a eu randomisation en double aveugle. Et il y a eu une belle méthodologie en ce qui concerne le placebo.
le groupe a créé une substance qui avait le même aspect visuel et le même goût que l'ayahuasca et même certaines des caractéristiques en ce qui concerne les nausées ou la provocation de nausées. Et donc, la question du placebo est vraiment une question qui se pose et pas résolue. Comment, pour des psychédéliques qui sont si faciles à déceler, parce qu'on sait très bien si on a une expérience psychédélique ou pas. Et les chercheurs, évidemment, l'ont constaté également. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu, que je sache, un suivi à long terme, mais il y a eu une amélioration au moins pendant 7 jours concernant la réduction des symptômes. Voici l'étude clinique qui est la plus importante pour notre recherche, je pense. Il s'agit de patients avec une dépression résistante au traitement, traités avec des psychédéliques et la psilocybine. Donc, c'est une étude dont la conception est la plus proche de celle que nous prévoyons en Allemagne. Ceci a été réalisé en Angleterre. 26 patients avec une dépression résistante au traitement, modérée ou sévère, open label, crossover, psilocybine 25 par rapport à 10 mg à 7 jours d'intervalle. Ils ont pu montrer que c'était bien toléré, que la dépression était considérablement réduite. Une semaine plus tard, une semaine après le traitement, avec la forte dose. Et les résultats sont restés positifs à 3 et 6 mois. C'est le suivi le plus long qu'ils ont pu faire et ils ont eu un effect size qui était important. Diapo suivante. Ceci est tiré de la même étude et je trouve ça très intéressant qu'il puisse même prédire quels sont les patients qui présenteraient la meilleure des réponses antidépression en fonction de ce qu'ils ont constaté durant la séance d'administration. La ligne bleue représente ceux qui ont une expérience mystique plus importante, un état de bonheur, d'insightfulness, et ça a été corrélé avec la réponse antidépressive ultérieure. Donc la qualité de l'expérience semble jouer un rôle dans l'effet. Ceci simplement vous montre qu'un grand nombre d'études vont être publiées, vont arriver. Je n'ai fait des études que sur la psilocybine. Il y en a qui sont en cours avec le LSD. Il y a 10 ou 12 études en cours de préparation, y compris la nôtre, ou proche de la publication. Je suis en fait très curieux de voir très bientôt le résultat des premières comparaisons par rapport au traitement habituel avec les SSRI qui devraient sortir très bientôt. Alors, qu'allons-nous faire dans nos centres de Berlin et Mannheim? Voici la conception de l'étude. Nous espérons commencer au printemps prochain. Il y aura donc 2 sites, Berlin et Mannheim. Le Mind Institute et la Fondation Mind et notre institut collaborent. La qualité du schéma, l'image n'est pas très bonne, mais je peux vous la décrire.
Donc, il s'agit d'une étude randomisée avec contrôle, avec deux conditions. On a la niacine qui donne un sentiment de chatouillis et un groupe qui reçoit 5 mg de psilocybine. Il s'agit de patients ayant une dépression résistante au traitement, modérée ou sévère. Et nous souhaitons inclure et traiter 144 patients sur les deux centres. Pour des raisons de sécurité, ils passent tous la nuit à la clinique sur les jours où ils reçoivent le traitement. Ils reçoivent 2 doses fortes de 25 mg et il y a une dose de nouveau 15 jours plus tard pour voir s'il y a un effet d'une deuxième prise du médicament. Dans la phase de préparation, nous sommes en train d'élaborer un manuel pour les thérapeutes pour bien les préparer afin qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire. Ça suit en gros le modèle standard que j'ai décrit avec les trois phases de préparation, séance d'administration du produit et intégration. On a à peu près 24 heures de contact thérapeutique avec le patient sur ces 3 phases. Et nous allons suivre une approche de psychothérapie de soutien avec un travail biographique important pour identifier le schéma particulier de la dépression avec un point de vue CBT et psychodynamique, avec des exercices de pleine conscience, de mindfulness, et avec un modèle intégré de mécanismes psychologiques, avec des éléments de CBT et de psychodynamique. Les deux devraient jouer un rôle. Donc, nous avons publié récemment un article théorique tenant compte d'interviews de patients qui ont été traités par ces moyens de traitement psychédélique. Ça a été réalisé d'un point de vue CBT, comportement cognitif. J'espère que vous arrivez à lire, mais donc le traitement CBT pour la dépression contient en fait les éléments clés, à savoir l'exposition à des émotions désagréables ou des souvenirs, et une révision des croyances dysfonctionnelles comme l'évitement, où les garçons ne pleurent pas, c'est dangereux de montrer mes émotions, ou je ne vaux rien, et ainsi de suite. Suivante. Et donc la combinaison de ces deux facteurs avec une motivation au changement produit, si tout marche bien, une acceptation de ces souvenirs désagréables et de ces émotions. Et c'est la pierre angulaire de la CBT. Et les flèches en couleur montrent que ces 3 éléments sont renforcés par l'expérience psychédélique. Donc, dans l'ensemble, cela conduit à un changement plus rapide et plus profond d'un schéma d'expérience d'évitement à une acceptation. Et avec un renforcement de l'exposition, si vous avez une expérience psychédélique, le contexte introspectif vous oblige à faire face à vos émotions difficiles, vous ne pouvez pas vous enfuir. Et il y a une révision des croyances dysfonctionnelles
Donc on a peut-être un phénomène transdiagnostique et c'est la raison pour laquelle c'est démontré comme étant utile également pour l'anxiété liée à l'abus des drogues. Donc ça, on peut passer en revue très rapidement. Suivante. Je voulais simplement montrer que dans les années 50-60, le modèle prédominant pour montrer l'action au niveau psychologique, pour un traitement psychologique, c'était la psychanalyse. On a ici les éléments clés de l'efficacité pour un traitement psychodynamique et tous semblent avoir été améliorés ou amplifiés par ce traitement. Il s'agit d'un traitement psychanalytique qui se poursuit avec des sessions de doses, des séances de prise de doses faibles ou modérées de psychédéliques. Donc, on est obligé de reprendre une grande partie de ces études qui parfois comportaient des problèmes. Donc voici ma conclusion comparée aux antidépresseurs. La thérapie psychédélique semble avoir un effet antidépresseur fort et durable qu'il faudra répliquer dans des études plus vastes, ce que nous visons. On a besoin que d'une dose unique. Cela doit être confirmé avec un suivi à long terme. Peut-être qu'il faut répéter tous les 6 mois, on ne le sait pas encore. Ça semble être plus coûteux. Il faut un contexte de psychothérapie. On n'a peut-être pas besoin de 2 thérapeutes. Il faudra qu'on voit. Il est peut-être difficile de traiter une majorité de patients avec ce traitement, mais une autre bonne chose, c'est que c'est un traitement sûr dans un contexte contrôlé, avec une bonne sélection du patient, et cela vise des processus de transformation psychologique facilités. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très rapidement. Donc voilà notre plan pour les années à venir, cette étude plus vaste pour montrer l'efficacité et la sécurité. Ensuite, comparer différentes approches de psychothérapie, identifier les facteurs individuels qui prédiront la réponse au traitement, et par la suite, si toutes ces études réussissent, on pourra peut-être mettre au point un modèle de traitement psychopharmaceutique intégré, améliorer le manuel de traitement et la formation des thérapeutes, et obtenir une approbation pour la psilocybine. Voici ma dernière vue, et il est important pour moi de vous dire que je crois que nous devrions être respectueux de toutes ces cultures qui utilisent ces substances depuis des milliers d'années, comme nous l'avons entendu. Et oui, je crois que nous pouvons apprendre beaucoup de choses de la part de ces cultures. Il ne faut pas les considérer comme primitives. Et les pratiques chamaniques doivent être examinées grâce à un travail interdisciplinaire également, avec l'aide des psychiatres, des anthropologues, etc. Diapo suivante. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je suis impatient de participer à la discussion. Oui, donc merci à nos 2 intervenants. C'est un voyage dans le futur, mais également un voyage entre Baltimore, Paris et Berlin. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil chauvin. La psychopharmacologie est quand même née à Paris dans les années 50, et je voudrais juste rappeler pour les plus jeunes qu'effectivement le dernier des précurseurs qui a utilisé pas dans les mêmes conditions
que nos deux intervenants ces substances, mescaline, psilocybine, LSD. Le troisième des précurseurs est décédé en juillet. C'était Pierre Pichot, après évidemment Jean Delay et puis Pierre Deniker. Voilà, c'était important puisque vous n'aviez pas rappelé à quel point l'école de Sainte-Anne et de Paris avait aussi participé à cette recherche qui a été interrompue en 68 et en 70, comme vous l'avez dit. J'ai une question. Tous les deux, vous supposez quand même des approches qui sont, grâce à vos travaux, transdiagnostiques, mais est-ce que pour autant, vous avez une idée d'un modèle qui serait unitaire entre l'addictologie et la psychiatrie? C'est peut-être la première fois que je l'entends de manière aussi peut-être évidente ou sous-entendue par vos propos. Alors, j'attends de voir ce que va dire Michael, mais personnellement, je pense que l'une des choses que je trouve les plus fascinantes, les plus extraordinaires en ce qui concerne le traitement psychédélique, c'est que véritablement, ça fait une passerelle entre l'aspect psychologique et l'aspect biologique ou psychiatrique de la question. Mon hypothèse scientifique est que donc l'écologie a une base psychologique également. Je crois que la psychiatrie est allée trop loin en termes d'approche réductionniste biologique ou compréhension biologique réductionniste de la situation. Et je pense que, bien évidemment, je ne critique pas les outils psychiatriques normaux. Ils font partie d'un arsenal important qu'il faut avoir. Mais les ISRS pour la dépression sont mieux utilisés quand c'est possible sur une base seulement temporaire. Et les changements comportementaux peuvent être également mis en place. Parce que, par exemple, une personne déprimée qui n'arrive pas à se lever le matin, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui donc l'encourage à se lever et ça va donc encourager cette personne à vivre sa vie. Donc, une des choses vraiment cool en ce qui concerne les psychédéliques, c'est que on a de plus en plus de preuves que très clairement, ils fonctionnent. Ce sont des médicaments, ce sont des drogues. Elles font quelque chose de très spécifique dans le cerveau. Mais leur efficacité thérapeutique est médiée par des mécanismes psychologiques. Par exemple, expérience immédiate, subjective, ou bien flexibilité mentale, ou augmentation de l'ouverture psychologique qui suit l'utilisation de ces produits. Et là, ce sont des choses qui sont utiles pour la psychothérapie. Donc, il y a des passerelles importantes entre la psychologie et la biologie qui, à mon avis, vont être importantes pour nous tous. Pas seulement pour ces traitements-là, mais pour comprendre la maladie mentale en général, et qui peuvent être utilisés dans le cadre de la maladie mentale en général. D'avoir assisté à cette plénière. Eh bien, merci. On laisse la place à la prochaine plénière. Merci.